pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le podcast de la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Oh, une fois de plus, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga, mais pas n'importe lesquels. Non, les plus oubliés d'entre eux, enfin surtout nos mangas oubliés à nous. Oui, vous l'avez compris, cette émission devrait plaire aux plus nostalgiques d'entre vous, ainsi vous pouvez nous prêter un petit peu de votre attention. Avec un peu de chance, on vous fera même découvrir de jolies choses, nous vous rappellerons peut-être des souvenirs, ou mieux, nous ajouterons des nouveaux titres à votre fameuse pile de lecture, qui est toujours très très haute. Pour défendre la mémoire du manga, l'équipe sélectionnée est composée de 2 personnes avec moi. Le plus ancien des jeunes d'aujourd'hui, j'ai nommé Johnny. Oui, parce que j'allais le dire, ouais, c'est vrai que moi, nostalgiquement, c'est compliqué, 94, tout ça. Merci, bonjour. Ça va ? Ça va. Tu es en forme ? Ouais. Prêt à parler de vieux mangas ? Ouais, alors ça, ils sont vieux. Tu sais aussi vieux que Julie, mais ils sont vieux. Tu sais que c'est toi qui as choisi les plus vieux de tous les mangas qu'on a dans notre liste. Ah mince. Ça trahit. Et le plus ancien des anciens de l'équipe. Salut Robin. Mais pas du tout, je m'insurge. Je suis pas du tout ancien. Ah bon, insurge-toi, n'hésite pas. Ouais. Hashtag 5DC pour s'insurger avec Robin. Si vous voulez le défendre, n'hésitez pas. Hashtag 5DC, je défends Robin. Ça c'est très très important. Hashtag je défends Robin. Je suis Robin, on peut mettre. Non, hashtag 5DC, on va rester là, on va rester calme surtout. Ça se passe sur Instagram, hashtag 5DC, puisque nous sommes sur Instagram. Ouais, si. Mais ouais, parce qu'on est moderne en fait. On est des vrais geeks. Quelque part, on est des vrais geeks, on peut le dire. Voilà, non, sinon on serait sur Discord en fait. Et sur Snapchat, et enfin voilà, tous les trucs qu'on fait pas. Ouais, voilà, c'est-à-dire que là on fait quand même les vieux mecs. Ça y est, au bout du 8 ans, on est enfin sur Instagram. Ouais, les gars, c'est trop bien. Et on peut mettre des photos, vous vous rendez compte et on peut liker les photos. Ah, c'est des photos. Génial, c'est fou. C'est comme sur Facebook, mais on est aussi sur Facebook. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, et puis hashtag 5DC sur Twitter. On peut aussi mettre des photos sur Twitter. C'est quand même incroyable. Ouais. On peut tout pareil. Et j'ai appris qu'on pouvait passer de 140 à 280 caractères. Ouais, ce qui est quand même depuis 2 ans. Ce qui est quand même voilà, incroyable. Bien, mais je suis à la pointe. Moi, je suis à la pointe. Je vous ai dit, je suis un vrai geek. On vous l'a dit, on a pris une bonne équipe pour les mangas oubliés. On a pris les anciens des anciens. Là-dessus, on a été très bons. Nous voici donc enfin prêts à nous baigner dans un océan de nostalgie. On va même se noyer. Oui, prenez donc vos vieux moule bites et vos maillots de bain chamarrés tout droit sortis des années 90 et tenez-vous prêts à courir sauver ces mangas oubliés telle une Pamela Anderson du manga. Ouais, je sais pas si tu vois Pamela. T'as Claudia Schiffer. Là, c'était encore plus. Mais vieux. tu vois l'image ? Ah oui, je la vois bien. Ah, j'avais pas la musique, mais j'avais l'image. C'est mieux maintenant avec la musique. Alors, l'idée ici, c'est quoi ? C'est dans cette émission, c'est de faire comme la précédente, puisqu'il y a eu une manga oubliée première partie. Que vous aviez peut-être oublié d'ailleurs. Ce qui est possible, et c'est le but. L'idée, non, c'est de mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle, ou alors trop peu à notre goût. On va parler principalement de mangas toujours commercialisés, même s'il y a quelques petites exceptions. Des mangas qui ont donc encore un petit espoir de survie en librairie, ou aussi, et ça c'est très important, de survie en médiathèque. Ah oui, bah oui. Et ouais, parce que même des mangas qui ne sont plus commercialisés peuvent être trouvés. On n'y pense pas forcément, mais allez dans vos médiathèques. Exactement. Peut-être même dans des CDI, tu vois, on sait pas. Ouais. Putain, des CDI. Mon Dieu, là on est vraiment dans le passé, quoi. À chaque titre, évidemment, on va vous dire de quoi ça parle, qui est l'auteur, ce qu'il a fait d'autre, pourquoi ce manga vaut le détour et surtout pourquoi il est trop oublié, même si on n'a pas forcément la réponse absolue à ce sujet. Bah oui. On a fait un sommaire des titres qui vont arriver au programme, donc des 8 mangas qu'on a sélectionnés. On est 3, on a choisi 8 mangas, enfin on en a chacun choisi plusieurs. On parlera de Get Bakers, de Oshin, de Jackals, de Dragonhead, de Letterby, de Agartha, de Gamaran et de Oh My Goddess. Sacré programme. On a fait un tirage au sort pour décider qui commençait. Et dans quel ordre on allait parler de tout ça. Et c'est toi, Johnny, qui commence avec Get Bakers. J'étais un peu dégoûté de ne pas commencer par My Goddess. Mais bon, passons tirage au sort, sur, tirage au sort. Je t'ai montré le tirage au sort, oui, c'était un tirage au sort automatique.
Oui, ça a été avec huissier, on peut le dire aux auditeurs. Du coup, ça commence bien parce que c'est un manga en arrêt de com. Du coup, une exception. Mais c'était la fameuse exception. Ouais, il y a eu beaucoup de tomes, 39 tomes sortis, et c'était en 99 au Japon et 2003 chez Pika Édition. Bon, vous pouvez plus le trouver normalement en librairie, mais vous pouvez le commander, ça se trouve facilement dans les librairies d'occasion, dans les médiathèques. C'est quand même un manga qui a eu pas mal de résonance en France. Il était dans les premiers. Je suis d'accord, Get Bakers, il se trouve, même s'il est plus commercialisé en neuf, il se trouve vraiment facilement. Alors l'histoire, on va suivre deux compères, Amano Ginji et Midoban, qui possèdent tous deux des pouvoirs surnaturels. Bon, Ginji est surnommé l'empereur de la foudre parce qu'il peut sortir des éclairs de son corps, telle une véritable anguille électrique. Et Midoban, qui lui peut utiliser un œil maléfique, ou Jagan. Rien à voir avec le tome de Kazé. Et en gros, avec cet œil, ça lui permet de faire naître des illusions dans l'esprit des gens à qui il croise le regard. Mais ce, pendant seulement 1 minute. Il provoque des gros cauchemars, sa race. Ouais. Et il a aussi une super poigne qui écrase à peu près 200 kilos d'écrasement. C'est cool pour dire bonjour aux collègues le matin. Donc Snake Bite. Pour passer pour un bonhomme quoi, quand tu serres la main. Quoi. Et ces deux petits compères, donc, ils forment ce qu'on appelle les Get Backers. Ce sont des spécialistes qui recherchent des objets perdus ou volés. En vrai, c'est pas tout le temps les objets, ça peut être des gens aussi. Voire des esprits, un amour perdu, tout ça. Ou un violon. Et leur devise, ce qu'on vous a dérobé, nous le récupérons. Et donc on va voir au fil des 39 tomes, surtout des combats, des ennemis toujours plus puissants, et le classique ennemi d'aujourd'hui ne sera que ami de demain. Exactement, comme le mec qui contrôle les animaux. Exact. Lui, il était cool. C'était qui lui? Non, en fait, maintenant que tu me dis, mais t'as oublié les personnages de ce manga oublié. Ah mais si, c'est bon, je vois. Justement, dans l'histoire du violon, en fait, c'est lui qui protège la petite jeune joueuse. C'est là que j'ai appris le mot Stradivarius. Oui, je le connaissais on pas apprend avant. des trucs dans le manga. Mais moi, je me souviens d'un truc, c'est que moi, j'ai pas tellement lu le manga, mais j'avais regardé l'animé. Il y avait un animé. Il y a longtemps. Et il y avait pas une histoire avec une tour aussi où les mais ça, mecs c'est allaient dans le fil rouge. Ouais, plus loin. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens de cette histoire. Et l'empereur de la foudre vient de cette tour. Abandonné, tout ça. Et je kiffais ce truc. Ouais. Mais le manga était quand même assez dans les top 15 à chaque fois qu'un tome sortait, même vers le tome 26, même vers le tome 30, ce qui est pas mal quand même pour l'époque. Il a été édité jusqu'en 2006, 9, je sais plus. Ce qui est pas mal, c'était déjà il y a 10 ans. Mais je suis déçu, moi, tu vois. Pour moi, c'est un vrai fond de catalogue. Ça devrait rouler un manga comme Get Bakers. Ouais, je sais pas, au bout d'un moment, si t'en vends 200, t'arrêtes. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il soit. Tous les éditeurs ne font pas ça. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant qu'il soit en arrêt de com parce que ça reste un manga. C'est clairement pas un manga, incontournable ou culte ou quoi, mais. Tu vois, tout le monde a déjà entendu parler de Get Backers. Moi, je regardais l'animé. Il y a eu un animé et tout, donc ça veut bien dire que c'est un truc qui a roulé à un moment. Après, l'éditeur a avancé, il a sorti d'autres titres qui sont plus imposants. Ouais, mais c'est, tu vois, en termes de politique de fond, c'est dommage de se dire que ce manga est plus. Moi, c'est une vraie déception de savoir que Get Backers est plus commercialisé. Je sais pas, moi, ça m'étonne pas. Il mérite pour moi. Ouais, moi, je suis d'accord. Ouais, mais le truc, c'est qu'après, tu lis un Naruto, tu lis un Bleach, tu lis un One Piece. Je conseillerais pas Get Backers après, tu vois. Je le conseille parce que moi, quand j'étais jeune et je l'ai lu, il m'a touché particulièrement, enfin, façon de parler. Vous allez voir les points forts, c'est assez simple. Mais en vrai, il y a d'autres trucs quoi, à côté. Il y a vraiment d'autres mangas qui sont pas mieux, mais il y a autre chose. Je sais pas, moi, il y avait un petit cachet dans Get Backers qui faisait que j'étais tellement content de l'avoir lu quand je l'ai lu. Ouais. Et je les ai rachetés en occasion. Mais c'est vrai que limite quand tu nous as dit dans ta liste de mangas oubliés que t'avais Get Backers, je me disais mais il est en arrêt de com, c'est fou. Enfin moi ça a été une surprise en fait quand j'ai découvert que ce manga était plus commercialisé, je me disais putain non, en fait. Après les auteurs, c'est vrai quand on va sur les auteurs, j'allais te poser la question. Ayamine Rando, donc le dessinateur, et le scénario Aoki Yuya. En fait, ils sont pas si connus que ça. Ils ont fait. Ayami Rando, il a fait que Get Backers. Il a. Enfin, rien d'autre de connu en tout cas en France. Ça, après sûr. 40 tomes, quoi. Après 40 tomes. Oui, c'est pas n'importe quoi. Le mec est né en 1974, donc il a quand même de la bouteille. Et au scénario, donc Aoki Yuya, elle a fait Psycho Busters après, donc qui était chez Pika. Où là, c'était pas top, quoi. Il y avait pas grand chose à dire dessus. Mais alors, si je ne m'abuse, Rando Ayamine a eu des soucis de santé. Ouais.
Il a eu des gros soucis de santé. Ouais, dépression, il pouvait plus dessiner. Mais après, a priori, il est revenu là. Mais seulement en faisant du scénar. Ah ouais. Parce que comme il arrive toujours par dessiner. C'est marrant de passer du dessin au scénar. Ouais, mais tu sais, il a une formation. Il a la même formation qu'Atsushi Okubo, puisqu'ils étaient à l'école ensemble. L'auteur de Fire Force et de Solitaire. D'ailleurs, Atsushi Okubo a été son premier assistant sur Get Bakers. Eh ben, dis donc, je pensais pas, parce que le dessin, c'est pas du tout le même. Hein. Bah non, mais oui, souvent, tu sais, tu te. Oui, non, mais c'est marrant de voir. Ces gens-là. Ouais, c'est vrai que Okubo c'est plus rond, alors que Get Bakers c'est vachement anguleux. Ou je sais pas, les personnages sont très enfin, ils sont filiformes, quoi. Ils sont assez très longs, très maigres. Bon, il y a des gros seins. Get Bakers. Pourquoi c'est bien, alors, Johnny? Pourquoi c'est bien? J'ai cherché, franchement, pourquoi j'ai aimé ça. Et... parce qu'il y a des gros seins. Non mais en vrai, il y a du combat et encore du combat. Après, c'est vrai que le dessin est old school. Moi à l'époque, tu te disais, le dessin est old school. Non, à l'époque, c'était dans son temps, non? C'était bien dans son jus. Il y avait un dessin particulier. Toi, les filiformes, j'avais vu ça chez Clamp, mais pas chez tout le monde. Ouais, c'est vrai. Après, c'est par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y avait quand même. Je pense que c'est un de mes premiers mangas avec des vraiment grosses poitrines. Il n'y en a pas sur tous les personnages féminins. Ce que j'allais dire, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a deux personnages. Non, il y en a deux. Il y a Heaven. Celle qui leur donne des missions. Heaven. Et il y a Marianne Chess. Je crois que c'est la meuf de Midoban, tu sais, la meuf cachée, là, c'est un peu espagnole, tout ça. Ouais, ils sont gros. Ouais, mais sinon, il n'y a que des gars en fait dans ce manga. Oui, c'est vrai que c'est un truc de bonhomme. Ouais, c'est vrai mais il fallait des grosses poitrines. En tout cas, elles m'ont marqué. Oui, c'est ça qui est important, c'est que au fond, tu te souviens de ça. Bah, je me rappelle vraiment des pastèques. Alors qu'avant, il n'y en avait pas tant que ça. À la limite, il y a un anime qui m'avait marqué avant Get Bakers, c'était Slayers. J'allais dire Ikitusen. Non, Ikitusen, c'était après Slayers. Mais un de mes premiers animes, c'est Slayers, les OAV, pas le manga. Mais où eux, là, c'était vraiment. Je peux même pas te décrire. C'était des ballons gonflés à l'hélium. Mais là, c'est en anime. Mais c'était pas un manga. Donc voilà, je retiens de Get Bakers cette grosse pote. Et alors, pourquoi, à ton avis, c'est oublié aujourd'hui? Franchement, pourquoi on oublie Get Bakers? Alors, nous, on l'a pas oublié, mais pourquoi c'est vieux. Pourquoi personne n'en parle? J'avais noté la date. C'est 2003-2010 en France. Mais en vrai, c'est vieux. Les auteurs sont quasi inconnus. Même s'ils ont eu quand même pas mal de succès en France. Voilà, au niveau des points faibles, c'est vrai que à la fin ça traîne un peu, quoi. C'est du combat, ça ressemble un peu à du Bleach, et il y a que du combat. Le fil rouge, limite. En fait, la conclusion, c'est quoi? C'est que t'étais un méchant, mais en fait c'est la vie qui t'a rendu méchante, et du coup maintenant on sera tous amis. Et moi, je vous spoil la fin, mais c'est ça. C'est dans la tour, il se bat contre le mec dans l'informatique. Mais du coup ça se finit à la fin, ils arrivent en haut de la tour, à la fin ils règlent le truc. Ouais, tout le monde est gentil, tout le monde est content, ils ont sauvé leur ami des ténèbres, et puis. Non, mais j'ai des souvenirs de vrais gros moments de tension dans cette tour. Là, on est vraiment sur la fin de la série, mais il y avait des vrais moments de tension. Ah oui, il y a des moments où tu sais pas si le gros méchant il va pas tuer tout le monde. Alors que c'est censé être leur pote. Enfin, mais qui vraiment. pète un câble complètement, c'est un psychopathe en plus. Moi, ce que je kiffais, c'était le côté on sait pas trop à quelle époque ça se passe. Tu sais, c'est jamais vraiment précisé. Ouais, mais c'est moderne. Tu vois, enfin, c'était assez cool de se dire, en fait, on s'en fout de te décrire le contexte. Bah voilà, le monde c'est ça, et puis alors après, ces mecs-là, c'était il y a 20 ans, donc on pourrait presque croire que c'est futuriste, parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires d'informatique, bah oui, ça reste de tours avec des phénomènes paranormaux, toute la partie informatique. Mais je pense que maintenant, si on le relit 20 ans après, on doit se dire, oui, il y a plein de mec, nous sur Google, il sait où on est tout le temps. Pokémon Go, enfin tu connaissais pas. Évidemment, mais après, moi il y avait ce côté que j'adorais dans Get Baker, c'était juste le premier plot, quoi, le concept de base. On est des récupérateurs. J'aimais bien ce côté, c'est ça la traduction de Get Bakers. Parce que moi, c'est vrai que t'es assez balèze en anglais. Donc j'allais dire que pour moi, la traduction de Get Bakers, c'était les retourneurs. Parce que tu retournes Get Back. Bon, récupérateurs, c'est mieux. Ou des récupérateurs. Ou des transporteurs, tu sais, comme dans le film. Parce qu'ils font aussi ça à un moment donné, ils transportent. Oui, c'est vrai. Bon, le truc en plus dans ce manga, pour moi, indéniablement, c'est le bonnet G des deux ça femmes. t'a marqué à ce point-là, en fait, c'est marrant. Pour moi, c'était étonnamment gros, hein, enfin en tout cas pour mes yeux de petit enfant. Et en vrai, c'est un de mes premiers mangas où c'était assez gros. Après, non, mais on se marre. En vrai, on se marre.
tu lis ça tranquillement, tu te prends pas la tête. Ouais, c'est du divertissement, il y a de la C'était bien, baston, les pouvoirs. Je me rappelle que les pouvoirs, ils se prenaient pas trop la tête sur l'explication, genre. Oui, mais ils étaient vraiment cool. Non, mais tu sais, genre. Ah non, il y a pas d'explication. Ouais, voilà, tu sais, en gros, il y en a un, il fait de la foudre et l'autre. T'as ton pouvoir. Il a et ses puis, yeux, machin, mais tu sais, il y a pas de. Pourquoi t'as tel pouvoir, c'est. Je crois qu'à un moment, Midoban, il a ses yeux parce qu'il s'est fait. Enfin, il y a une sorcière qui est passée par là ou je sais pas quoi. Ouais. Mais même, tu sais, il a sa poigne, machin. Enfin, tu sais, tout est finalement assez naturel, quoi. Tu sais, on s'en fout, en fait, de savoir juste, ils ont des pouvoirs. Juste, ils ont des pouvoirs, parce que ouais, c'est cool, et puis ça leur permet d'avancer. Celle qui manipule les parfums. Et puis le méchant, il a un pouvoir aussi. Animaux, et puis, le mec qui ressemble à Jack l'Éventreur, là, il est trop cool aussi. Ah oui, exact, avec ses scalpels, là. Le mec avec ses scalpels, il était trop bien, lui. C'était bien. Bah, il s'appelait pas Jackal, d'ailleurs. Je me demande s'il s'appelait pas Jackal. On va le chercher. Ça, c'était pour Get Bakers, à retrouver dans toutes les librairies d'occasion et les anciennes médiathèques et les bouquinistes. Pika édition, 39 tomes, allez-y. Manga suivant, on parle de Oshin, Robin. Ouais, Oshin, effectivement. Manga publié chez Glénat en 23 tomes. On est sur une série complète, donc terminée, qui est toujours commercialisée. Hein, c'est quand même. Là, pour le coup, c'est. Toujours commercialisé. On a regardé à peu près les ventes. On est sur une centaine de tomes vendus depuis le début de l'année. En tout cas, vous pouvez le demander chez votre libraire. Il vous le trouvera. Donc, je dis pas que vous le trouverez, mais en tout cas. Ça pour dire qu'il est bien oublié quand même. Vous pouvez le commander. Il est toujours commandable chez votre libraire. Mais c'est fou ça. Bah oui. Mais c'est cool, je trouve, d'avoir une politique de non, se mais dire. Non, mais en vrai, c'est peut-être pas une politique, ils ont oublié. Peut-être pour le coup, c'est un manga oublié. Peut-être que c'est vraiment oublié, même de la part de l'éditeur, tu vois. Ils sont quelques éditeurs à ne faire quasiment aucun arrêt de com comme ça. Je pense à Kana, je pense à Glénat. Bah oui, mais t'as pas des licences au bout d'un moment quand tu réédites. Alors là, ça se trouve, ils ont un fonds. Bah oui, mais si ça vraiment trouve, mais si ça se trouve, tu repayes ta licence. Si c'est pas si cher que ça, en gros, c'est un calcul. Tu dis, bon, bah voilà, j'ai vendu ça. Oh ouais, ok. Et bon, bref, alors, Oshin, de quoi alors parlons de l'histoire. Donc, on est au 11e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a bien longtemps. Dans la Chine, dans la Chine mythologique, donc vraiment un contexte historique qu'on maîtrise pas du tout, nous, en tant qu'occidentaux. Ah bah j'étais pas né. Et bref, on suit un immortel en particulier qui s'appelle Tai Gong Wang, qui est donc un immortel, on va dire, qui s'entraîne auprès d'une confrérie d'immortels pour aider les humains. En fait, en gros, c'est des immortels qui sont plus ou moins des divinités qui sont censés aider les humains pour aider l'humanité à avancer dans ce qu'ils font. Et lui, c'est le petit dernier. Et lui, en fait, c'est un peu genre l'immortel. Il a, je crois, si je me souviens bien, il a 80 ans au début, donc ce qui est très jeune pour un immortel. Donc pour nous, c'est âgé, mais en fait, pour un immortel, il y en a qui ont plusieurs milliers d'années et tout. Donc lui, il est très jeune, donc c'est. Il a la position du héros de shonen parmi les immortels, donc il est très jeune, mais bon, bref. Et en gros, on est dans un contexte où Zhu, qui est l'actuel empereur de la Chine, il a succombé au charme de la vénéneuse Daji. Daji, c'est une démone qui est issue qui est une immortelle également, qui est issue d'une autre confrérie, une autre caste d'immortels. Et en fait, Daji, elle influe sur ce fameux Zhu qui est l'empereur, et elle lui fait faire en gros plein de choses qui sont pas du tout recommandables en tant qu'empereur. C'est un euphémisme, mais bon, bref. En gros, Daji, c'est vraiment un personnage très c'est une salope, quoi. Ouais. Maléfique, j'allais dire, mais bon, voilà, bon, bref, c'est une salope. Et donc, en gros, l'histoire commence où il y a le chef des immortels de telle confrérie, donc la confrérie dont est issu Tai Gong Wang, qui missionne Tai Gong Wang, donc ce fameux héros, pour aller combattre Daji. Sauf que le problème, c'est que Daji, c'est une immortelle qui est vraiment très puissante parce qu'elle elle a, pour le coup, plusieurs milliers d'années. C'est une vraie immortelle qui a fait plein de choses et tout. Et Tai Gong Wang est censé combattre cette immortelle, et notamment tous les fidèles qu'elle a charmés, parce qu'en fait, le principe de Daji, c'est que c'est une immortelle qui a un pouvoir, c'est de charmer les gens. Donc, elle a charmé ce fameux empereur, et elle a charmé aussi plein d'autres immortels. Et donc, Tai Gong Wang doit combattre cette Daji, mais en détruisant les sous-fifs, en tuant d'abord tous ses sous-fifs. Donc en fait, en gros, il va devoir
enfermer l'esprit de tous les sous-fils de Dajik. Donc c'est à peu près 300, si je me souviens bien, c'est 365 immortels. Un par jour. Un par jour, voilà, exactement. Qui doit donc enfermer, et c'est la liste de Oshin, c'est enfermer les 365. La liste de Oshin, c'est les 365 noms d'immortels que Tai Gong Wang doit enfermer. Plus d'Agi à la fin. Et là, on est sur un vrai bon shonen. Voici les 365 voilà, en gros, mecs que c'est tu ça. dois On prend un défoncer. héros, on dit tu dois défoncer 365 personnes. Sachant que voilà, tout ça c'est basé sur des textes légendaires de l'histoire de la Chine et tout. Il y a un peu de ça dans la malédiction de Loki. J'allais dire, en fait, la malédiction, il s'est basé là-dessus. Il s'est dit, ouais, 365 c'est trop. On va en faire 153 et ce sera bien. Mais déjà, assez. 365 c'est beaucoup. Hein. La malédiction de Loki, un manga dont on parle dans l'émission spéciale La rentrée manga. Vas-y, Robin. Donc voilà, après, bon, l'histoire en gros c'est ça. Après, il se passe plein de choses. Je vais pas vous spoiler tout ce qui se passe parce qu'en gros, on est sur 23 tomes. Donc, non, puis vous pouvez les acheter alors. C'est une histoire et en plus ils sont disponibles donc c'est pas la peine de vous dévoiler tout ce qui se passe, vous pouvez les lire et c'est super cool de les découvrir par vous-même. L'auteur c'est Ryu Fujisagi, on en a déjà parlé ici puisque c'est l'auteur des Héros de la Galaxie récemment. Et qui est trop bien. Qui est un super manga que Maxime et moi nous adorons. Ouais, j'ai pas lu. Parce que une épopée galactique. Une épopée galactique. D'accord. C'est marrant d'ailleurs de se dire que ce mec base souvent ses histoires sur des espèces de récits un peu mythologiques. Tu vois, les Héros de la Galaxie, c'est un roman japonais. Ouais, c'est une reprise malgré tout. Qui est devenu un truc mythologique, tu vois, dans les. Enfin bon, bref. Mais il est vieux le gars, non? Il est né en 71. Est-ce qu'on considère qu'il est vieux? Ouais, il a 48 ans. Ouais, il est un petit peu vieux. Il a eu le prix Tezuka à 18 ans, donc. Ah oui. Bon, d'accord. C'est un mec qui a dû. Il a voilà, tout donné, histoire de calmer tout le monde. Il gère quoi, tu vois. Et non, moi après, ce que je kiffe chez lui, c'est que. Il a vraiment une façon de caractériser ses persos qui est hyper cool, déjà graphiquement, parce que bon, il a un graphisme. Qu'on retrouve dans les Héros de la Galaxie, c'est vraiment un travail sur les designs qui est hyper intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment que ce soit au niveau des costumes, au niveau de. Ouais, il tape dans les fringues, mais. Ouais, mais vraiment, genre les fringues, c'est. Enfin, moi, j'ai rarement lu un manga où les costumes des personnages étaient aussi détaillés, tu vois. Ouais. Et je parle des costumes, mais c'est aussi tout leur équipement, en fait. C'est les costumes, les armes qu'ils utilisent. Il y a vraiment. Et puis il a plein de petits gimmicks qui sont assez marrants, genre au niveau des yeux, tu vois, les contours des yeux, il y a toujours des espèces de cils qui. Tu vois, mais du coup, t'as un côté un peu SF, mais 11e siècle avant Jésus-Christ, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça qui est super cool, je trouve, dans Oshin, c'est exactement ça, c'est que t'as l'impression de lire un manga de SF, alors que ça se passe au 11e siècle avant Jésus-Christ, donc en fait. Les héros utilisent des armes ou des objets parce que donc ce que j'ai pas détaillé, c'est qu'en gros les immortels utilisent chacun des objets magiques c'est ce qui leur donne des pouvoirs, c'est qu'ils utilisent tous des objets magiques qui s'appellent des baobei et qui sont en fait des objets avec des caractéristiques particulières, genre je sais pas, t'as typiquement Tai Gong Wang, il a une baguette, une espèce de baguette magique qui ressemble à une antenne, tu sais, genre que tu déploies comme une antenne de télé, quoi, tu vois. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est censé se passer au 11e siècle avant Jésus-Christ, mais il a une espèce de baguette de télé. Il capte la télé. Et donc cette baguette, il peut faire des espèces d'ondes de choc, tu vois, avec le vent, tu vois, ça fait une espèce d'onde de vent. Expelliarmus. Voilà, exactement. On travaille sur les pouvoirs. Voilà, et c'est donc en fait les pouvoirs des personnages dans ce manga sont déterminés par les objets qu'ils utilisent, donc ils sont ces fameux baobei qui sont des objets magiques, et donc tout ça, et en fait tous les baobei sont anachroniques par rapport à l'époque dans laquelle ils se passent, parce que c'est soit des antennes, soit des espèces de je sais pas comment dire, des casques qui ressemblent à des trucs futuristes, tu vois, et à chaque fois en fait c'est te dire, quand tu vois un personnage arriver, en général il a toujours un design au niveau de sa caractérisation de personnage, il a un design au niveau de ses costumes, de ses équipements, qui font que tu vas toujours te dire, tiens, mais ce qu'il porte tu vois, dans ses vêtements et ses équipements, est-ce que c'est pas un baobei et quel va être le pouvoir? Alors après peut-être que le manga va te dire à un moment donné, bah voilà, ça le bracelet qu'il porte il a tel pouvoir et tout, mais du coup c'est vraiment ce travail qui fait tu vois, qui fait travailler un peu l'imagination du lecteur, de se dire, bah, une fois que tu as compris que les pouvoirs des personnages sont déterminés par les objets qu'ils utilisent, quand tu vois un nouveau personnage arriver, son design graphique va déterminer le pouvoir qu'il va utiliser. Dans tous ces shonen neketsu là, ce qui est génial, c'est toujours cette découverte des pouvoirs et de comment tu les comprends. C'est ça, et surtout après, donc c'est effectivement cette découverte des pouvoirs et surtout cette découverte des personnages.
parce que les personnages sont tous plus ou moins, en gros tous les personnages que tu vas rencontrer sont des immortels, donc des dieux, mais ce sont des dieux qui ont en fait des caractéristiques assez peu nobles en fait, tu vois, genre par exemple Tai Gong Wang, donc qui est un immortel qui est très jeune, donc qui a une puissance assez faible. Il va toujours compenser sa faiblesse par le fait qu'il est très malin, tu vois, et du coup en général tous les personnages que tu vas rencontrer vont toujours être des personnages qui ont un petit trait de caractère voilà, très particulier, et qui les distingue, et surtout qui est en décalage avec l'image que tu peux te faire d'un dieu, tu vois, genre. Et Tai Gong Wang, dès le début du manga, tu vas te rendre compte qu'en fait ce personnage, tout ce qu'il fait, c'est à chaque fois des espèces de ruses de gros bâtards, quoi. À chaque fois qu'il règle une situation, c'est vrai, c'est genre à chaque fois qu'il règle une situation. Et d'ailleurs au début, tous les personnages pensent que c'est un gros bâtard, quoi. À chaque fois qu'il fait un truc, ils se disent putain, mais t'es vraiment fourbe et tout, et il est là, mais. Et en vrai, toi, en tant que lecteur, tu dis mais non, il est pas si fourbe que ça, parce qu'en fait, s'il fait ça, s'il fait ça, c'est parce que y a une raison, tu vois, et il y a que toi en tant que lecteur qui sais ça, donc c'est petit à petit, tu vois, tu vas te rendre compte que. Et je trouvais ça trop cool à l'époque d'avoir vraiment un héros qui est pas dans un shonen, qui est pas, et je m'en rendais pas forcément compte à l'époque où je l'avais lu, mais que je lisais un manga où le héros n'a pas, tu vois, est pas pur en fait. C'est pas du tout, Tai Gong Wang, c'est pas un héros qui est pur du tout, quoi. C'est un héros. Et à ton avis, pourquoi ça a été oublié alors ? Pourquoi on a oublié Oshin ? Moi, je pense que c'est un. Je pense que le dessin a un peu vieilli, tu vois, aujourd'hui, même si, tu vois, les héros de la galaxie, c'est pas un manga qui. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un manga qui cartonne, c'est pas un. Non. Tu vois, il est pas du tout dans les canons du manga aujourd'hui, donc je pense que le graphisme a un peu vieilli. Je pense que tout ce background autour de l'histoire de la Chine, des immortels et compagnie. Non, puis le fait de pas pouvoir prononcer les noms des héros. Non, mais c'est vrai que les héros, la plupart, je te dis Tai Gong Wang. Il y a Wang Jiang, tu vois, genre un de ces, genre le Sasuke de Oshin, il s'appelle Wang Jiang. Ah, aujourd'hui déjà, tu peux dire le Sasuke de Oshin. Voilà, c'est chaud à dire, tu vois. Mais à l'époque, tu pouvais même pas en parler à tes potes. Non, mais Klong. En vrai, c'est vrai que la plupart des persos ont des noms absolument imprononçables, ce qui est un peu galère. Et après, je pense que c'est un shonen. Il était dans le Jump, si je me souviens bien. Tout à fait. Et je pense qu'il était un petit peu en avance pour son époque. C'est-à-dire qu'il avait vraiment un propos qui était un peu shonen up. C'est-à-dire que dans Oshin, il y a malgré tout des moments qui sont vraiment très dramatiques, très durs, très, enfin vraiment, même frontalement en termes de violence, c'est vraiment, il y a des moments qui sont, Daji, tu vois, la personne qui manipule le roi au début, c'est vraiment un personnage très maléfique, et par moments, elle est vraiment dans des. Il y a des situations où elle torture des personnes, elle les jette dans des fosses avec des serpents et tout. Enfin, il y a vraiment des moments qui sont vraiment, d'un point de vue dramatique, hyper intenses. Et peut-être qu'à l'époque, c'était pas encore. Enfin, je pense peut-être que le lectorat était pas forcément habitué à ça en France. J'en sais rien. Après, voilà, il y a des points faibles. Ça, c'est indéniable. Je pense que la série, elle s'est un peu. Elle a un peu tiré en longueur, et puis la fin elle est un peu ratée. Enfin, après je vais pas spoiler la fin, mais bon. Alors pourquoi on sortirait Oshin de l'oubli ? Moi j'ai envie de le sortir parce que je trouve que honnêtement c'est vraiment un manga qui est trop cool. Enfin pour tout ce que j'ai dit précédemment, mais surtout pour un truc qui est moi qui me marque, parce que c'est un des mangas que je relis le plus souvent en fait, parce qu'en gros, si je vous explique, je vous raconte ma vie un petit peu. Vas-y. Ce manga il est dans ma bibliothèque chez mes parents, donc moi souvent le week-end je vais chez mes parents. Et je relis des mangas qui sont dans ma bibliothèque d'enfance. Et ce manga est dedans. Et c'est vraiment un des mangas que je relis avec le tome 2 de Gun. Et c'est vraiment un des mangas que je relis le plus souvent, parce qu'en fait je me rends compte que déjà c'est méga efficace, et c'est surtout, il y a un truc qui me frappe à chaque fois que je le relis, c'est l'humour dans Oshin, qui est vraiment donc une composante du shonen essentielle. Et c'est vraiment dans Oshin, c'est vraiment un truc qui est ultra efficace. C'est que, donc je vous parlais de Shonen Up tout à l'heure, à l'instant, de dire que le propos est vraiment assez dramatique de temps en temps, et il y a des moments de rupture humoristiques qui sont. Et du coup, je pense que, je sais pas, c'est cette espèce de décalage entre le propos et les moments d'humour. Et surtout le fait que, par exemple, je vous disais que Tai Gong Wang est un personnage pas noble du tout, qui fait des ruses et tout, et donc.
il en devient un perso ultra attachant parce qu'en fait tout ce qu'il fait tu peux vraiment te projeter en disant bah oui moi aussi je ferai des coups de pute un peu comme ça parce que ça marche bien et du coup ce perso est vraiment moteur d'événements humoristiques super fort quoi et il y a vraiment un truc vraiment enfin honnêtement c'est un des mangas qui me fait le plus rire quoi quand je lis quoi, tout simplement. Alors, moi, Oshin, 29 tomes. Attends, 23, mais justement 23. Je voulais savoir, je suis désolé, mais est-ce qu'à la fin il attrape les 365 parce que ça me fait quand même plus de 15 par tome, donc ça fait plus de 1 en fait, si je me souviens bien, il est lui-même dans la liste des 365 parce qu'il est un immortel et tout, donc comme la malédiction de Loki. Ouais, je me souviens plus, mais il y a des moments où il y a des espèces de trucs de groupe où il y en a 15 d'un coup qui. T'es obligé à un moment donné. Bah oui, t'as pas le choix. Attends, je voulais savoir. Sinon, tu fais 365 tomes et ça ne marche pas. Bah, il voulait ça au début, je suis sûr. C'est ça. C'est à mon tour de vous parler de Jackals. Ouais, franchement, c'est un classique parce que c'est quand même. C'est un classique, mais non, c'est un manga que plus personne ne parle aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il a eu Overlord et du coup les gens sont trop déçus. Warlord. Donc, Ah, c'est Warlord. Bah, voilà, il y a eu Warlord et les gens sont rien à voir avec déçus. Overlord surtout. Je confondais autre chose. Totalement. Jackals, attends, dis-toi que c'est oublié, on en a vendu, Kiun en a vendu 400 cette année. Alors que pour son époque, mieux qu'Oshin, c'était un truc de malade, Jackals. Hein. À l'époque, c'était un manga ultra attendu qui a eu une hype de malade. Ah oui, quand l'auteur est venu, enfin c'était un truc de fou. C'était fou. C'est sorti en 2006 dans le magazine Young Gangan, le magazine shonen de Square Enix. C'est sorti en 2010 en France chez Kiun. Alors, Jackals, de quoi ça parle? On est à Cicero City, une ville rongée par le crime et la corruption. Ouais, ça commence bien. Ouais, tu commences comme une bande-annonce de film américain. Elle se trouve, cette ville, sous la coupe de nombreuses organisations criminelles qui se livrent une guerre sans merci pour son contrôle. Et pour servir ces funestes et impitoyables desseins, des gangs font régulièrement appel à des sortes de combattants hors pair. Les Jackals. Bref, ces Jackals, ce sont des assassins professionnels et impitoyables qui louent leur service au plus offrant. Des mercenaires. Des tueurs à gages, quoi. Ouais, voilà. Les personnages sont notamment Nicole et Foa, deux Jackals dont l'adversité se trouve au cœur d'une guerre, dont les enjeux vont complètement les dépasser. Nicole, c'est un mec. Oui. Et Foa, c'est une femme. Oui. Non, parce qu'on pourrait croire que Nicole, ça s'écrit N-I. Voilà, c'est je préfère préciser. Ouais, non, c'est vrai, tu as raison. T'as bien fait. T'as raison. Qui sont les auteurs? Les auteurs, c'est Kim Byung-jin au dessin et Murata Shinya au scénario. Le premier, Kim Byung-jin, c'est lui qui dessine le manga. C'est un dictateur en Corée. Non, pardon. C'est lui qui dessine le manga Warlord. Ah, voilà. Et pas Overlord, qui est toujours chez Kiun. Et puis le second, il a scénarisé par exemple Arachnid chez Soleil. Je connais pas. Manga oublié, oui aussi. Iron Hammer Against the Witch, toujours chez Soleil. Trop long comme titre. Il a aussi signé King Bites, qui est pas sorti en France, mais qui est une autre histoire de baston avec des filles qui se transforment en animaux et qui se bagarrent. Bah, un classique. Ouais, très classique. Jackals, c'était énorme à l'époque quand c'est sorti. Ouais, c'était un truc de fou. Tout le monde était chaud, mais chaud patate. Moi, j'étais chaud patate. Faut dire que le mec, il a un trait, il envoie du lourd et il y a une grosse hype sur les armes en fait. C'est des armes démesurées pour de pauvres petits humains. Bon, certes, ils font peut-être 1m80, 1m90. Ils sont plutôt balèzes. Mais leurs armes, ils font 5 mètres et tu fais oh là là, comment ils transportent ça? Et c'est des charpies leur truc. Et ils les transportent. Non, mais c'est vraiment beau et c'était vraiment sanglant. En fait, c'était. C'est pas le premier, mais c'était un manga sanglant mais qui avait une hype, tu sais, il y avait ce truc de à l'époque c'était une vraie guerre de gang, enfin une vraie guerre de mafia pour être précis et puis une violence totalement débridée et une excellente échelle des puissances. Ouais. Au début il défonce tout le monde et puis au fur et à mesure il tombe sur des mecs de plus en plus forts. Ouais. Elle est très bien l'échelle, tu sais, c'est pas démesuré, surtout que c'est en 7 tomes de toute façon. Oui, à un moment donné il pouvait pas aller trop loin, donc non, mais Jackal c'était vraiment bien pour ça, les armes, ces combats qui étaient magnifiques. Et après c'est oublié parce qu'entre temps il y a eu plus violent, il y a eu plus sanglant, il y a eu plus fort, il y a eu des histoires avec des scénarios plus construits, parce que en vrai Jackals, le scénario c'est pas un truc sur lequel tu vas relire tous les ans quoi. Si, parce qu'en fait finalement ça se lit vite, donc tu peux le relire tous les ans. Ouais, mais t'apprécies le lire une fois, mais non, mais voilà, au bout d'un moment tu connais les combats par cœur. C'est assez basique, mais à lire une fois c'est chouette. Puis parfois c'est ce qu'on cherche en fait, des mangas un peu basiques. Jackal, c'est même une œuvre assez immature dans l'ensemble.
Vous voyez dans quel sens? C'est-à-dire que on lâche tout. Elle est sauvage, elle est immature. Donc il y a plein de problèmes de construction, mais ça envoie et puis c'est beau. En fait, tout simplement, Jackals. Donc voilà, pour moi, c'est oublié pour ce genre de raison. Et puis peut-être parce qu'il y a un peu trop de violence. Au bout d'un moment, ouais, c'est sympa, 2 minutes. On est lassé. Ouais, on peut se lasser, surtout sur le long terme. Une petite touche de lassitude. Et puis, on veut quand même connaître la fin. Tu vois, parce que quand tu le lis, tu veux connaître la fin, mais bon. Ouais, elle casse pas 3 pattes à un canard la fin. Non, mais c'est vrai que oui, parce qu'au final, tu la lisais pas pour ça l'histoire. Tu la lisais pour les bastons. Bagarre. Moi, j'avais en tête vraiment les couvertures qui étaient assez bien. Et oui, c'est jouissif parce que t'as du combat, quoi. Il y a du combat. Le petit truc en plus aussi dans ce manga, c'est la lisibilité des combats. C'était super clair, super évident. Et il y a plein de jeunes mangaka qui arrivent aujourd'hui qui n'ont absolument pas ce niveau de dessin de baston. Typiquement, on parlait au manga de la rentrée de Valkyrie Apocalypse. Bagarre, Apocalypse, qui est pas un mauvais manga en soi, mais je trouve qu'effectivement c'était un truc où il pêchait, c'était que les combats étaient. Alors, c'est le principe du manga, c'était de mettre en scène des combats, mais justement, ils étaient pas forcément hyper lisibles, quoi. Effectivement, dans Jackals, ils sont plus lisibles que dans le premier tome de Valkyrie Apocalypse. Après, parfois, c'est le fouillis. Ils combattent à 10, tu fais qui a tué qui, il y a du sang, mais c'est le sang de qui? Ouais, mais c'est compliqué, mais malgré tout on arrive quand même à comprendre la finalité, c'est ça qui est assez fort. Et puis le héros il en prend plein la gueule. Là-dessus il perd pas un bras, mais il pourrait, il morfle, quoi. Il se fait des croix sur le corps. C'est clair, il en prend plein la tronche. Puis il y a ce côté vraiment pas maîtrisé. Tu sais, il est pas farouche, c'est pas un manga farouche. Il est là, il s'attrape et il se lit comme ça d'un coup. Non, il est bien. Et pour ça, il faut absolument sortir Jackals de l'oubli. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Jackals. Bah, c'est bien. On passe au manga suivant. C'est au tour de qui? C'est au tour de toi, Johnny. Déjà? Oh là là, Dragonhead. Parle-nous de Dragonhead. Tête de dragon. J'ai failli le mettre. Il m'a grillé la place. Eh ouais, je l'ai mis avant. Si. Bah, c'est une histoire très simple. C'est une classe d'élèves japonais qui rentre en train vers Tokyo. Et là, le train entame son entrée dans le tunnel et c'est le drame. Il fait tout noir et c'est l'accident. Le train déraille, les wagons se retournent et tout le monde meurt. Cool, fin du tome, fin du manga. Voilà. Ah oui, parce que en vrai, c'est pas fini. Sinon, l'auteur a quand même eu la bonne idée de laisser 3 survivants. Sinon, il y aurait plus de manga. Mais du coup, il y a 3 élèves, donc Teru, Ako et Nobuo, qui sont encore vivants et qui sont donc dans cette obscurité totale du tunnel, sans issue. Ils savent pas très bien où ils sont. La radio répète inlassablement un message bizarre qui décrète une sorte d'état d'urgence, mais personne, les 3 compères ne comprennent pas trop. C'est la panique et le désordre le plus total. Et en vrai, c'est compliqué de vous raconter l'histoire parce que sinon ça perd vraiment tout intérêt. Mais pour grosso modo, on se retrouve dans un huis clos. C'est assez angoissant. Ça se met en place lentement et en fait ce qu'on voit là-dedans c'est surtout la réaction des 3 jeunes élèves face à tout cet inconnu. Oui, parce que surtout en fait le train a un accident dans un tunnel, donc oui, il est dans le tunnel, il y a un effondrement et ils sont bloqués dans le tunnel, donc en fait ils savent pas ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Et surtout on va voir que il y a des gamins qui pètent des câbles, donc il y a la folie qui s'installe peu à peu, notamment pour Nobuo, alors que les 2 autres ils restent plus pragmatiques et ils essayent de trouver des solutions pour s'en sortir. Mais après on ne sait pas d'ailleurs s'ils vont trouver, enfin je vous le dis pas, mais s'ils trouvent la sortie, qu'est-ce qu'il y a à la sortie, pourquoi il y a un message de secours en permanence, d'ailleurs pourquoi les secours ne viennent pas. Bref, je peux pas vous raconter tout ça parce que l'intérêt du manga c'est justement de lire et de se mettre un peu à la place des protagonistes et de voir à quel point c'est angoissant. Et c'est vrai que moi on m'avait dit lis Dragonhead, c'est bien, j'ai pas cherché à lire le résumé ou pas, et du coup j'ai commencé comme ça et j'ai fait oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Toi, je savais vraiment pas sur quoi je tombais. Mais je vais absolument pas le lire tout seul chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, voilà, l'intérêt c'est de plonger dedans et après vous allez découvrir par vous-même. De manière pratique, c'est quoi, 5, il y a une réédition? Alors il y a eu 3 éditions en vrai parce que ça a commencé en 2001 en France. Il y a eu une deuxième édition en 2010 et là en 2017 ils ont sorti une édition double, donc c'est 5 tomes qui équivalent à 2 tomes chacun. Et c'est un grand format, donc c'est 17 cm sur 24 à peu près, donc c'est assez beau, c'est vraiment une belle édition. L'auteur Minetaro Mochizuki est assez connu, il a commencé en 1984. Clairement. Oui. Et avec Batashi Kingyo et un énorme succès qui a été adapté donc en grand écran.
Mais bon, perso, j'ai pas lu ces trucs qu'il avait fait avant. La Dame de la Chambre Close, bon bah c'est un grand classique du manga fantastique, mais je ne l'ai pas lu. En tout cas, Katsuhiro Otomo, donc le père d'Akira, avait dit de lui que c'était le manga le plus doué de sa génération. Et personnellement, vu ce qu'il a fait après, c'est pas trop mon avis, mais parce qu'après Dragonette, que j'adore, il a fait My Way, c'était pas top selon moi. Tokyo Kaido, j'ai même pas lu. Ah, c'est trop bien. Chisakobe, j'en ai entendu parler, donc je sais qu'il a eu un retentissement assez bon. Disons qu'il allait vers une veine un peu plus. Là, il a fini, il a fait L'île aux chiens, donc il est passé au Lézard Noir. Avant, il était chez PK non, en fait, Tokyo Kaido et Chisakobe, c'est aussi au Lézard Noir. Donc on sent que déjà c'est un peu plus indé. En fait, voilà, il est allé dans une veine beaucoup plus indé, roman graphique entre guillemets, quoi. Mais Otomo, s'il avait le choix, il irait aussi vers. Mais je pense qu'effectivement, oui, comme dit Max, Otomo, en tout cas, moi, je l'ai adoré pour Dragonette. Donc tu es là. Mais en vrai, et je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que il y a une vraie continuité, enfin pas une continuité, pas dans le propos, mais dans l'évolution d'auteur, l'évolution narrative et en termes du travail d'auteur et graphique et narratif, il y a une vraie évolution, parce qu'en fait Dragonette, ok, il y a des éléments très un peu, comment dire, série B, très truc de catastrophe et tout, mais en termes de narration et en termes de construction, c'est pas très manga, tu vois, il y a pas beaucoup d'action. Non, c'est ça que je veux dire. Beaucoup, justement, dans le pourquoi c'est bien, c'est que c'est vraiment assez angoissant. On se prend à suffoquer, et vraiment on se prend rapidement à vouloir savoir ce qui se passe, alors qu'on se retrouve dans la même situation que les trois élèves au final. On peut avancer que dans le noir parce qu'on sait pas où va l'histoire, et on espère trouver la sortie et les réponses à nos questions au bout du tunnel. En vrai, on est dans le huis clos, on veut savoir la fin, on veut savoir s'ils vont s'en sortir, et voilà, lisez-le parce que vous saurez la fin. Pourquoi ton avis Dragonette, c'est pas un classique de chez classique? Pourquoi ça a été oublié comme ça, alors qu'il a tout pour être un vrai classique? Ouais, c'est vrai. Parce que la fin est bidon. J'ai envie de vous dire. Non, mais la fin. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être un Akira, tu vois, un Akira bis, quoi. Ouais, mais non, je pense parce que c'est une petite série en 10 tomes. T'as un pitch de départ, t'as la fin, t'es content. Enfin, voilà. Ça donne pas envie de. Enfin, pour moi, je veux pas le relire. J'ai adoré ce tome. J'ai adoré cette série, mais je vais pas. Faut la lire une fois, mais tu vas pas la relire et la relire encore et encore. Puis en vrai, c'est assez daté. Encore une fois, c'est 95 au Japon. Il est sorti dans les premiers mangas en France. En vrai, en point faible, il y en a pas tant que ça, parce que comme le dit Romain, au niveau narratif, c'est assez super. Tu sais pas si c'est du fantastique, tu sais pas si. Il mélange beaucoup, pas mal de trucs, un peu comme certains films coréens où t'as plein de trucs. Clairement. Mais en vrai, donc les points faibles, ça serait surtout si vous êtes claustro. Vaut mieux pas trop lire ça, surtout dans votre studio de 15 mètres carrés où la luminosité est pas top. Donc franchement, non. Mais à part ça. Non, il n'y a pas de point faible. Le truc en plus, c'est qu'il y a l'édition double qui est toujours accessible. Chez Pika Graphique. Ouais, ça coûte 18€. Vous avez 2 tomes pour 18€. C'est un grand format. C'est assez beau. Mais en vrai, moi, je pense que c'est vraiment un manga qui est sorti trop tôt, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que s'il était sorti dès. Il est déjà sorti 3 fois, malgré tout. Mais s'il était sorti, en fait. Ouais, mais là, il est sorti 3 fois. Non, mais en fait, dire qu'ils sont nombreux à se dire comme Johnny, qu'il faudrait sortir de l'oubli quand même. Non, mais je sais, mais s'il était sorti, je sais pas comment dire. Aujourd'hui, dans un format Pika Graphique, donc roman graphique, parce que Pika Graphique, ce qu'ils font, c'est clairement. Tout à fait, oui. Ils font du manga un roman graphique, tu vois. S'il était sorti à l'époque actuelle dans un format roman graphique, il aurait marché, je pense, parce que. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de ventes. Hein. En France, en tout cas, tu vois, je pense que. Parce que si tu le mets en Pika Graphique et en grand format, tu t'adresses déjà à un public qui est pas forcément celui des mangas. Enfin, pour moi. Mais oui, mais pour moi, en fait, clairement, c'est un manga qui est pour les lecteurs de manga qui cherchent autre chose. Soit ça, soit carrément des gens qui lisent pas forcément le manga. C'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Mais pour moi, ils l'ont sorti en édition double il y a 2 ans pour ça. Mais et je pense que s'il a été oublié entre guillemets, c'est vraiment parce qu'à l'époque, il est sorti dans le format manga classique et qu'il n'était pas encore. Le lectorat était pas encore prêt pour ça, quoi. Mais aujourd'hui, il est prêt. Donc allez-y, les gars. Ouais, lisez-le, c'est cool. Manga suivant, je vais vous parler de Letterby. Un classique encore. Qu'est-ce que c'est pour Letterby?
Chez Kana, ouais, c'était pas mal. Letterby, qui a été bien oublié, hein, parce que sur les 20 tomes, il y en a eu 20. à peine plus de 1000 aujourd'hui. Ouais, mais c'est parce que l'apparition était vraiment trop longue pour un manga. Non, pas tant que ça. Mais t'avais un tome par an? Non, mais il y a eu un petit déplacement mais sur la publication française, mais non, ça allait. Hein. Ah ouais. C'est sorti en 2006 au Japon, c'est sorti en 2009 en France chez Kana. Letterby, ça nous parle de quoi? D'un monde qui s'appelle l'Underground. L'Underground. Dans l'Underground vivent les Letterby. Les abeilles de lettres. Ou plus... Merci. Autrement appelés des prestigieux responsables de l'acheminement du courrier. Ouais, bizarre leur traducteur. Ouais, en gros, c'est des facteurs. Ça, en gros, c'est des facteurs. Oui, c'est putain, le meilleur manga, quoi. C'est un manga où les héros sont des facteurs. Pardon, mais c'est les héros de ce manga. C'est la poste. Sont des facteurs, quoi. Attends, mais je t'ai pas donné le nom du héros. Il s'appelle Gauche Suède. Ah, clairement, oui, au moment de chercher, il a pris donc un dictionnaire. Donc là, à la question pourquoi ce manga est oublié, on se pose plus de questions en fait. C'est, Gauche Suède. C'est vrai, j'ai oublié. Donc clairement, il a pris un dictionnaire en anglais, en français. Puis il a fait Gauche, ouais, très bien. Suède. Ça sonne. Tu sais, comme nous, on sortirait un dictionnaire japonais en romagie, on prendrait des mots au hasard qui sonnent bien. Oui, et parce puis que ça donnerait un truc chelou comme ça. Ouais. Donc, Gauche Suède, c'est un letterby, c'est donc un facteur. Et il est accompagné d'un chien, d'un petit dingo. Et il fait la un découverte... dingo, un chien, attention, hein, on n'est pas sur la. C'est un chien dingo. Un dingo, c'est un chien sauvage. C'est un chien dingo, c'est mi-chien, mi-dingo. D'accord. C'est un chien go. Il fait la découverte d'un drôle de colis qui est une enfant. Et comme c'est un letterby, c'est un super facteur, il doit tout livrer, même si c'est un enfant. D'accord. L'enfant qui s'appelle Lag Seeing. Et il laisse pas comme Chronopost un truc pour dire genre vous étiez pas là, donc je laisse un avis de passage quoi. Je l'ai laissé dans la rue ouais, à côté. Voilà, j'ai laissé votre enfant. Non, il y a un bon de livraison qui est sur la poitrine de la môme et donc il faut absolument le livrer. Il est letterby, il a pas le choix. Ouais. C'est un super facteur. C'est pas c'est au-dessus de la poste. Mais il est payé pour ça, on sait jamais. Oui, non, c'est son métier. Ouais, mais il est payé. Ouais, enfin, j'ai jamais vu dans le manga qu'il était payé. Si, il vit de ça quoi. Bref, en chemin, tous les deux, ils vont faire face à de terribles rencontres puisque le métier de letterby n'est pas sans risque, hein, vous l'imaginez bien. Bah oui. Et quand on est facteur à pied en plus, parce qu'il a pas de vélo, c'est pas évident. Ils doivent se défendre notamment contre les attaques des insectes armures. Puis dans l'Antarctique, hein, moitié, hein. Non. Il fait pas froid? Non. Ah, j'ai toujours cru avec le manga tellement dit blanc que c'était l'Antarctique. Non, il fait nuit tout le temps. Ah oui, c'est ça. Il rencontre des insectes armures, c'est des espèces de grosses créatures qui attaquent les hommes puisqu'ils sont attirés par l'énergie du cœur humain. Donc il y a beaucoup de péripéties, puis Gauche et Lag arrivent enfin à destination, mais leur chemin ne se sépare pas non plus puisque Gauche découvre que Lag recèle mystérieusement en son œil un fragment d'ambre spirituel. C'est quoi? Et C'est comme le truc de Jurassic Park ou et c'est quoi? ça c'est super important. Ok. A priori c'est super important, mais parce que tout le monde va le vouloir ce fragment d'ambre spirituel. Mais le facteur il a des pouvoirs? Il est fort, il est facteur. Parce que c'est un gamin, non? Ouais. Mais c'est facteur fort. Et comment il combat les insectes armures? Ah, mais alors tu veux que je te dise tout de suite? Ah bah oui. C'est poétique aussi, hein. Attention. Il a une arme et il tire des balles cœur dedans. Des balles cœur? Des balles cœur. Il a un flingue et il tire des balles cœur. Et il tire des balles cœur. Mais ils viennent d'où le cœur? Le cœur de quoi? Le cœur dans les insectes armures qui n'ont pas de cœur justement. Et ils recherchent l'énergie. Oui, mais ah, genre en gros il leur tire dans le cœur et ça leur crée un cœur et ils meurent quoi. Oui, en quelque sorte. Oui, c'est très putain, je pourrais être auteur de manga. C'est poétique, c'est poétique. Mais c'est ça. L'auteur c'est qui? L'auteur c'est Hiroyuki Asada. Hiroyuki Asada, on l'a connu pour un autre manga qui n'a absolument rien à voir et qui a beaucoup moins de poésie puisque c'est Ael Crazy Kuzu. Ah oui, rien à voir. Hein. Génération Basket dont Cagnard nous avait parlé dans la précédente émission Manga oublié. Ah, c'était Crazy Kuzu le nom en entier? J'ai toujours dit Ail Basket moi. Ouais, Ail Crazy Kuzu, exactement. Hiroyuki Asada qui s'est mué en chara-designer récemment puisqu'il a fait tous les chara-design, enfin une partie des chara-design de la série animée Dororo. Oh. À ne pas confondre avec Doro et Doro. Absolument rien pas. À voir. Et puis même à l'époque il a été assistant sur Bastard, autre manga très oublié. Qui est toujours pas terminé d'ailleurs, si je me souviens bien. Puis il a aussi participé au concept d'artbook Robot. Vous vous souvenez de Rangi Murata? Ouais. Voilà. Et il a commencé il y a très longtemps lui dans le manga Hiroyuki Asada, il a commencé en 1986. Putain, il aurait presque mon âge si j'étais en 86. Mais quel âge il a? Bah 33 j'ai envie de te dire. Bah voilà.
Il a commencé à sa naissance. Letterby, pourquoi c'est bien? Parce que c'est beau. Ouais, ça, c'est clair. tellement beau. Là, il y a un rendu noir-blanc. Enfin, les mangas sont en noir et blanc, ok. Mais alors, Letterby, ça va pour moi au-dessus. C'est un peu comme. C'est pas Atsushi Kaneko, mais il y a un truc. Area 51. Jabberwocky, là. Oui. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle l'auteur, je sais plus. Mais ça ressemble un peu à ça. C'est vraiment. T'as un énorme contraste entre le noir et le blanc qui fait que ça sublime l'univers. Il y a un travail juste sur le noir tout court en fait qui est génial. Et il y a un petit point aussi que je trouve important, c'est qu'il fait toujours nuit. Ce que tu me demandais tout à l'heure. Donc on n'est pas dans la neige, on est dans la nuit permanente. Il n'y a pas c'est la nuit non-stop dans cet univers, dans ce monde-là. Donc ça crée aussi une ambiance, quelque chose de particulier. Et l'ensemble, finalement, ce rendu de noir et blanc et ce rendu avec ce graphisme-là, ça rend les choses très, très poétiques et en même temps très entraînantes. Parce que tu sais, sur un manga, on te dit oh c'est un manga poétique, tu vas faire ok cool, un manga chiant. Mais non, il a réussi à rendre ça entraînant avec beaucoup de poésie. Le genre de manga d'aventure que tu peux lire presque d'une traite, tu sais. Ceux que tu commences, tu fais c'est pas mal. Ouais, bon moi je viens de finir le tome 1, je vais prendre le tome 2. Et en fait, t'arrives déjà au tome 7, 8. Ouais. Et là, tu fais bon, il est 4h du matin, il va falloir que j'aille coucher maintenant. Il va lui arriver quoi Parce que sinon, je travaille le lendemain. Enfin voilà. C'est le genre de manga comme ça que tu peux avaler presque d'une traite. 20 tomes, c'est beaucoup d'une traite. Mais tu peux l'avaler très facilement. Et puis c'est poétique. Non, c'est vrai. Non, mais moi, c'est vrai que je m'en souviens plus très bien, mais en tout cas, les images que j'en ai, c'est effectivement un graphisme très, très joli. Et comme tu disais, Joe, je sais pas pourquoi j'ai des images de trucs avec la neige. Je sais pas pourquoi. J'ai des images des images de neige avec les tornades. Non, mais je pense que c'est par rapport aux images que quand tu exploses les insectes armures, il y a une espèce de retombée comme ça. Mais dans le tome 1, il est pas. Parce que je sais qu'il y a plusieurs zones. Il y a de la neige, alors peut-être. Non, mais il y a plusieurs zones au début. Et là, il est dans la zone la plus reculée, qui est la plus pauvre. Et normalement, il doit se ravancer vers les plus riches, genre Hunger Games, quoi. Non, mais vous avez peut-être raison. Il me semble qu'au début. Chez les pauvres, il fait froid, quoi. Je crois. Non, mais moi, dans l'image. Mais les pauvres ont froid. Moi, je me rappelle, j'avais acheté le tome 1 collector parce que ma copine adorait ça. Et il y avait des cartes postales avec. Et les cartes postales étaient trop belles. Et du coup, j'avais envoyé ça à ma copine. Moi, j'ai acheté des planches, des reproductions de planches récemment de Letterby. Elles sont magnifiques. Non, c'est incroyable. Pourquoi c'est oublié? Bah alors déjà parce qu'on peut retenir aucun nom de personnage. Gauche Suède et Laxing. Enfin non, il faut y aller pour retenir. Non, c'est pas possible. Les noms de personnages. On en revient souvent à ça, les noms de personnages. Comme quoi, ça se trouve un bon manga. C'est un manga où on retient les noms. Appelez vos persos Ryu et c'est bon. Et puis non, mais c'est un manga compliqué à vendre, à marketer, à placer. Bah ouais. Tu sais, c'est l'histoire d'un facteur et il vit des aventures. Ah, du coup, l'idée des cartes postales était pas con. Maintenant que tu me le dis, il y avait un truc. Ouais, tu sais, en marketing, toi aussi deviens le meilleur facteur du monde. Ouais. Non, mais t'as pas envie de marketer ça, tu vois. Mais tu vois, tu parlais beaucoup de. En fait, j'ai retenu les adjectifs poétiques. Ouais, et tu mets ça sur la couverture d'un manga sur un bandeau. Voilà, personne va l'acheter. En tout cas, des gamins qui aiment les shonen, effectivement, ça va pas leur parler, tu vois. Donc peut-être que c'est un peu ça aussi qui. Du combat, qui la violence gentille. Bah non, mais en vrai, les gamins, tu leur dis oui, c'est un truc. Je serais le meilleur pirate, quoi. Ouais, bah là, ce serait le meilleur facteur. Ouais. Bah clairement, un héros facteur, ça donne pas forcément une folle envie d'identification. Pas tout de suite, en tout cas. Non, mais ouais, voilà. Sauf si c'est ton père à la limite le facteur, mais bon là c'est autre chose. Non, ça c'est une autre histoire. C'est ton père, mais non, puis dans les points faibles, c'est juste trop poétique peut-être. Bah non, mais ouais, je pense que c'est effectivement ça le truc, quoi. C'est que a priori ça s'adressait plutôt à un public shonen et j'ai l'impression que. Ah, mais pourtant il y avait des vraies trouvailles shonen. Tu sais, je trouve qu'il avait vraiment du goût. Alors déjà dans les costumes, dans les designs. Mais cette nuit éternelle, par exemple, ça c'est une belle trouvaille. Les balkers, je trouve que c'est très poétique, une balker, tu vois. Rien que le nom est très très poétique, surtout pour une arme. Et même les insectes armures, c'était des belles propositions avec des monstres méchants qui adorent manger de l'humain et qui n'ont pas de cœur. En fait, quand tu le dis, on dirait Kingdom Hearts quand tu le dis. C'est marrant.
Ouais, mais du coup, Kingdom Hearts, niveau marketing, bah oui, au moins le placement il est évident. Bah, le marketing, Bah, ils avaient Disney. C'est ça. Allez, bah ouais, mais bon. Disney. Du coup, Fallait mettre Donald dans votre putain de manga. Voilà, merde. c'est plus facile à marketer. Ah ouais, c'est sûr. Letterby, donc, c'est toujours disponible, hein, évidemment, et c'est aux éditions Kana, tout comme le manga dont nous allons parler maintenant et qui est Agartha. Alors tout à fait, c'est chez Kana. Alors par contre, c'est plus du tout disponible, hein, Agartha. Agartha, non, contrairement à Letterby. C'est totalement en arrêt de com. C'est sorti au Japon fin des années 90, début 2000 en France. Agartha, donc bon, de quoi ça parle ? Je voulais faire simple. On est dans un monde post-apocalyptique. Il y a eu un cataclysme qui a fait en sorte que la Terre n'est plus que paysage chaotique, désertique, etc. Et dans un monde dévasté où l'eau est devenue une denrée rare, voire la denrée la plus importante, c'est la loi de la jungle qui prime. Et en gros, c'est les gangs qui font la loi. Et on suit le parcours, par exemple, du héros qui s'appelle Juju. Je sais pas. Ah bah là, on retient Juju. Salut Juju. Salut Juju. Juju Meyer, donc, qui est donc un adolescent membre d'un des gangs principaux, si ce n'est le gang le plus puissant du monde d'Agartha en fait, qui donc, comment dire, il vit en tant que petit délinquant de gang, quoi. C'est-à-dire que son but dans la vie, c'est de récupérer de l'eau, parce que l'eau est donc devenue la denrée la plus importante. Et en fait, un jour, on est dans Mad Max un peu dans l'idée. Bah, en fait, ouais, dire Waterworld, mais en gros, c'est un mélange entre Mad Max. En fait, c'est un mélange entre Mad Max et Waterworld, dans le sens où c'est Mad Max. Enfin, mieux que Waterworld surtout. Ouais, c'est un peu mieux que Waterworld. Et en fait, c'est un mélange entre Mad Max et Waterworld où en gros c'est Mad Max, mais où c'est plus l'essence, la denrée la plus importante, c'est l'eau. Et donc Juju, ce fameux héros, Juju, c'est tellement pourri comme nom de héros. Non mais sérieusement, vraiment, voilà. Pourquoi c'est oublié ? Bon parce que le héros s'appelle Juju, quoi. Juju les gars. Donc Juju. Bonjour à tous les Juju qui nous écoutent d'ailleurs. Un jour, Juju. Personne s'appelle Juju. Un jour, Juju, il rencontre. J'en connais une ou deux. C'est son surnom. Un jour, Juju, il rencontre Raël. Nom d'un gourou de secte, hein, mais sauf que là. Sauf que Raël n'est pas un gourou, c'est une jeune femme en fait en fait Juju découvre que cette Raël est une personne qui a une force surhumaine en fait, c'est un personnage. Ah bah on est dans un manga, oui. Bah oui, voilà. Donc il rencontre cette fameuse Raël qui a une force surhumaine et il se rend compte qu'en fait cette personne pourrait être en fait la clé du salut de l'humanité, parce qu'en fait Raël. Comme Raël en vrai quoi. Bah oui. parce que c'est un gourou sans le savoir. Non mais en vrai, parce qu'en fait Raël serait en fait alors Juju ne le sait pas au début, hein, ça on le sait petit à petit dans le manga, mais Raël serait issu d'un arbre qui s'appelle le Tamarix. Oh là là. En fait, là, je suis en train de vous faire un pitch c'est très confus, hein, mais ça décrit assez bien la confusion du scénario. Mais en gros, Raël serait issu d'un arbre qui s'appelle le Tamarix, qui est en fait le dernier arbre qui existe sur Terre, parce que donc je vous disais qu'on était dans un monde post-apocalyptique, il y avait plus d'eau, plus de végétation, c'est l'apocalypse. Et il reste un arbre qui s'appelle le Tamarix et qui en fait a priori donnerait naissance à des humains. Ah d'accord. Enfin à des créatures qui ressemblent à des humains, dont cette Raël serait issue, quoi. Sachant que pour un arbre il faut qu'il y ait de l'eau. Et donc ensuite voilà, on se rend compte qu'effectivement donc Juju va suivre cette fameuse Raël et il va se rendre compte qu'en fait cette Raël a besoin d'eau pour survivre, et parce que voilà, c'est une créature née d'un arbre, donc quand t'as un arbre, t'as besoin d'eau pour survivre, quoi. Bizarrement, nous aussi. Qui est l'auteur de Agartha ? Alors, l'auteur, c'est un fameux. C'est un certain Takaharu Matsumoto. Encore un Matsumoto. Je sais pas trop exactement ce qu'il a fait, mais en tout cas, il prétend être influencé par. Plein d'auteurs, genre l'auteur de What's Michael, les trucs avec le chat. Ouais, ce qui est très étonnant, hein, mais bon, il le dit lui-même, hein, c'est dans le manga, il dit je suis influencé par un chat. Shinichi Sugimura, l'auteur de Hotel California, Tokyo Boo, ou Jiro Taniguchi,
Bon, allez, au moins, qu'on ne présente plus. Alors pourquoi Agartha Et alors, c'est si bien moi- Pourquoi tu veux le sortir de l'oubli? Alors moi j'avoue que en fait quand on a parlé de cette émission et on s'est dit bon on va parler des mangas oubliés et tout, j'ai vraiment tout de suite il y a le nom de ce manga qui m'est revenu tu vois à l'esprit quoi et je me suis dit mais vraiment en vrai je l'avais lu que à l'époque quoi et je l'ai relu et je me suis dit mais c'est un manga qui m'a marqué en fait et alors je me suis vraiment posé la question, je me suis dit bah en vrai il y a le graphisme qui est quand même assez cool, enfin je sais pas si bon le manga est en arrêt-com mais il est trouvable en occasion donc vous pourrez le relire éventuellement mais Puis écrivez à Robin, vous l'enverra. ouais voilà au pire vous me donnez votre adresse je vous le donnerai et tout mais non bref le graphisme est vraiment il y a vraiment des super belles trouvailles et il y a des super belles séquences graphiques et tout, il y a une dimension post-apocalyptique écologique un truc très nihiliste tu vois très Mad Max dans l'esprit que je pense qui me plaisait bien à l'époque et surtout en fait je me suis dit c'est vraiment un des premiers mangas parce qu'il est sorti donc fin 90 au Japon Et début 2000 en France ouais. je me rappelle plus de l'année exacte mais vraiment tu vois bon j'étais voilà, je vais pas donner mon âge, mais j'étais pas très vieux à l'époque où il est sorti, et c'est vraiment un des premiers mangas où je me suis vraiment dit j'achète un manga de grand quoi, genre non mais vraiment et je me rappelle je crois que mon libraire m'avait vraiment vendu le truc comme en me disant bah, c'est bon genre non mais je crois qu'il m'avait dit tu kiffes Hunter parce que je disais Hunter à l'époque et tout et j'ai acheté Hunter et il me dit ah tu devrais lire ça parce que c'est genre la même chose, ce qui est pas du tout le cas, mais bon en gros il m'avait un peu bullshité mais il m'avait dit non mais oui bah, il avait fait son travail de libraire mais il m'avait dit genre ah tu devrais lire ça parce que c'est Bien joué, Juju. c'est vachement bien et tout, tu vas voir, c'est hyper compliqué, c'est hyper complexe et tout, Au final des années 20 ans après t'en parles encore et en fait voilà et du coup finalement c'était pas je pense que ça m'a pas des arguments de ouf mais ouais. Non mais je pense que ça m'avait marqué parce que c'était vraiment je pense que avec du recul je me dis c'est vraiment le premier manga, le premier seinen quoi, le premier manga de grand que j'ai acheté dans ma vie quoi. Avant Gun mais Appleseed. Ouais, mais Gun en fait je l'avais lu avant mais je m'en étais pas du tout rendu compte et je pense qu'en fait Gun oui parce que c'est est moins comment dire spécifiquement un manga de grand. Gun c'est plus accessible que Agartha. Ouais, c'est hyper complexe en fait quoi. Enfin, et c'est pour ça que c'est oublié. Et je pense que c'est pour ça que c'est oublié, c'est que bah déjà je pense que c'est oublié parce que de base c'est une série qui s'est jamais terminée, que ce soit au Japon ou en France. Attends, c'est en 9 tomes, c'est pas terminé là? Bah en fait il y a 6 tomes qui a priori conclut une histoire selon l'auteur, conclut une histoire et après il a continué un petit peu et mais sauf qu'il a jamais mais c'est pas fini. Sauf qu'il a jamais fini et je pense que c'est bon bah mais on peut se contenter des 6 premiers tomes. Je pense en fait. on peut se contenter des 6 premiers tomes et même enfin même si l'histoire est pas totalement conclue bah forcément oui. Non mais c'est pas ça finit un arc quoi. Ouais voilà ça finit un arc et je pense que en soi t'as un peu compris comment dire où il voulait en venir. Voilà où l'auteur voulait en venir et un peu l'univers et tout et pourquoi on le sortirait de l'oubli alors Agartha? Et bah en fait je sais pas pourquoi on le sortirait de l'oubli mais moi j'ai envie de le sortir de l'oubli parce que moi c'est un manga personnellement qui est important à mon cœur parce que c'est un manga où comme je vous disais c'est un des premiers mangas où je me suis dit bah c'est la première fois que je lis un manga de grand tu vois entre guillemets et c'est la première fois où je lis un manga et parce qu'en fait je l'ai relu avant de préparer cette émission et je pense que j'ai pas toujours tout compris au scénario parce que le scénario est vraiment en fait faut le sortir de l'oubli parce qu'il faut le relire plein de fois. Non mais en vrai le scénario est vraiment extrêmement compliqué mais par contre vraiment il y a des pures scènes d'ambiance et tout. Enfin, c'est vraiment très cool. Hein. Je l'ai fait relire à des gens. Ça s'appelle Agartha avec un H. A-G-H. Ouais. Alors, je sais plus le titre d'où ça vient. Je crois que c'est un terme biblique. Si je me souviens bien, Agartha c'est genre l'enfer dans la religion sur terre sans catholique ou un truc comme ça. Et c'était édité chez Kana, tout comme le manga suivant. Voilà. Qui est le moins oublié des mangas de ce soir finalement. Peut-être avec le dernier, avec le tien, Johnny. Je vous parle de Gamaran. Gamaran, malgré tout, il y a eu un petit peu plus de 5000 exemplaires qui se sont vendus là depuis le début de l'année. Bah, c'est énorme. Bon, c'est pas énorme. Mais si, mais 5000 exemplaires en France, c'est quand même une bonne.
Attends, bah non, mais c'est une bonne vente de manga. T'es content quand il y a Pour 5 millions un tome, ouais, mais pas pour 22. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Gamaran, c'est sorti en 2009 au Japon dans le Shonen Magazine. C'est sorti en 2012 en France chez Kana. Donc ça a déjà 7 ans. De quoi ça parle, Gamaran? On est à l'ère Edo. Il y a le fief Unabara qui est connu pour être l'antre des combattants les plus belliqueux. Et on surnomme cet endroit le nid des démons. Et il se trouve qu'une impitoyable compétition va y être organisée. Et dans celle-ci, chacun des 31 fils du seigneur du pays devra présenter un maître d'arts martiaux. Et Naoyoshi, le 28e fils du seigneur, le mec il a eu quand même 31 mômes. Le 28e fils du seigneur. Tu m'as perdu à 31 en fait. Mais c'est pas avec la même femme. Il y avait beaucoup trop de choses. Il a eu beaucoup de femmes. Bah oui, seigneur, évidemment. Parce que si la femme avait eu 31 gosses, là, on aurait dit quelque chose. Ça aurait été compliqué. Naoyoshi, donc c'est le 28e fils du seigneur, et il va présenter Gamma, qui est un héros qui n'a que 14 ans, et qui est le héros de cette histoire, mais qui est déjà bien balèze, et qui se trouve être le digne représentant de l'école Ogame. Seul, enfin au début il est seul, après il va se faire une petite team, et il va affronter donc les plus puissants de tous les combattants. Et voici un gigantesque manga tournoi de 22 tomes. Et pourquoi Max aime ce manga? Parce que c'est un grand tournoi de 22 tomes. Voilà, point. C'est juste un manga de 22 tomes. Il a pas lu tous les codes du. Donc je pense qu'en fait c'est même pas la peine de poser les questions genre pourquoi c'est bien, machin. Bah voilà, il y a un tournoi. Pourquoi c'est oublié? Il y a un tournoi, c'est bien. C'est quoi le truc en plus? Bah il y a un tournoi sur 22 tomes. C'est ça. Ouais. Qui est l'auteur? C'est Yosuke Nakamaru, un auteur qu'on connaît surtout pour Gamara. Pour Gamaran, bonne réponse. Il a rien fait d'autre. Ouais, mais il a été l'assistant de qui? De Koji Seo. Oh, j'adore ce mec. Et ouais, un auteur que tu aimes beaucoup parce que il a fait Suzuka et Fuka. Ouais, du coup rien à voir avec Suzuka et Fuka. Non, mais fallait bien commencer en tant qu'assistant quelque part. Donc pourquoi ce manga est bien? Parce que c'est un tournoi, ça vous me l'avez dit. Ouais. C'est un tournoi géant, donc c'est bien. Du shonen de baston pur et dur, sans fausse note. Pour moi, il y a pas de fausse note dans ce manga. On te promet un shonen de tournoi, de la baston. Il y a un gagnant à la fin et puis c'est fini. Voilà, bam. Bah, c'est un tout petit peu plus complexe, tu vois. Des rideaux, des sabres. Il y a un petit peu d'épaisseur, il y a du complot, il y a des mecs qui essayent de faire en sorte de tricher. Enfin, il y a un petit peu d'épaisseur, il y a un scénario quand même malgré tout. Hein, il y a un fils caché, en fait ils sont pas 31, ils sont 32. Non mais voilà, il y a plein de petites histoires dedans, comme ça. Il y a une fille. C'est sûr. Mais évidemment. Et ce qui est fou en fait, c'est toutes les techniques martiales différentes, toutes les armes, toutes les techniques et toutes les écoles. Et c'est d'une richesse en termes de baston. C'est d'une richesse incroyable. Pour de la baston, bien sûr, mais c'est quand même d'une richesse incroyable. Il m'a sorti des armes, je fais mais elle est géniale cette arme. Est-ce qu'elle existe pour de vrai? Après je vérifie. Mais elle existe pour de vrai cette arme. Dans l'époque des 1. Mais alors du coup, pourquoi c'est oublié? Parce que c'est un tournoi. Ouais, c'est vraiment. Parce que toutes ces armes sont oubliées. Ouais. Et que non, mais les Français manquent de goût en tournoi. Oh là 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 là. Ils adorent les tournois, les Français. Les Français, ils manquent d'un goût en tournoi, c'est incroyable. Ils regardent la Coupe de la Ligue, la Coupe. La Coupe de la Ligue est arrêtée. Sache ouais, ils viennent de l'arrêter. Très bien compris ce que je dis. La Coupe de la Ligue de quoi? Il y a des points faibles. C'est de la baston, donc forcément c'est répétitif. Donc forcément, ça n'a pas une espèce de hype comme peuvent avoir certains mangas. Il y a beaucoup de concepts et de noms japonais. Ouais. Ça aussi, ça peut être un peu relou. On en parle depuis tout à l'heure des noms, mais ça fait obstacle aussi. Les écoles ont toutes des noms super relous à retenir. Les différentes armes ont des noms, mais improbables aussi. Mais les arts martiaux ont des noms. Non, mais c'est un truc qui est intéressant parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, on lisait nos mangas quand on était jeunes. Et les éditeurs traduisaient beaucoup les là, on arrivait à la première époque les de noms des traduction. techniques, tu vois. Et est-ce que là c'était le cas ou... Non, on traduit beaucoup moins là à ce moment-là. Donc ça peut aussi faire partie, ça peut rendre le truc un peu hermétique sous tous ces noms des familles. Mais voilà. Mais surtout, le truc en plus qui va permettre, j'espère, de sortir Gamaran de l'oubli, c'est que la suite est publiée depuis un mois. Ah bon? Oui. C'est Gamaran 2 ou c'est un autre tournoi? C'est Gamaran 2. Non, rien à voir. Ça s'appelle Gamaran le tournoi ultime. Ouais. Donc c'est encore un autre tournoi. Bah, évidemment. Le mec, il s'est pas fait c'est la chier. suite, c'est en tournoi, c'est toujours en cours au Japon et c'est sorti en France depuis le mois d'août. Gamaran, de la belle et magnifique baston pure et dure. Et c'est toujours chez Kana. Chez Kana. Le la 33e suite, fils. Non, d'ailleurs, sur la suite, Gamaran le tournoi ultime ne reprend pas avec le même héros.
Elle reprend avec un personnage secondaire, mais comme à la fin du tome 1, on voit un petit peu le héros Son fils. la Son première bâtard. œuvre. Du coup, je me dis qu'ils vont peut-être se rejoindre. Je sais pas exactement comment ça va se profiler, j'ai lu qu'un tome. Bon, bah, ce De sera la le suite. manga oublié, partie 5, Gamaran 2. Ouais, il va falloir attendre un petit peu de temps. Allez, terminons cette émission. Et Johnny, tu vas nous parler d'un autre manga qui est peut-être pas si oublié que ça, ou peut-être que si. Ah si, il est oublié. Oh My Goddess, il y a 1000 tomes qui se vendent en 2019. Je pense que les gens pensaient que c'était fini depuis super longtemps, à mon avis. Déjà, moi-même, quand j'ai fait la tomaison, je fais quoi, j'ai pas acheté le dernier tome. En fait, il sort en décembre, là, à la fin de l'année. Le tome 49. Le tome 49. L'ultime tome de Oh My Goddess. Non, mais en vrai, c'est tellement vieux. Le mec, il a commencé en 88, la publication de la série. 98, non? Non, 88. Ouais, t'étais pas né, hein. C'est sorti au Japon en 88. Ah, t'as mis Ah ouais. 98 toi. Mais non, c'est 88. Ok. Ah non, je suis sûr que c'est 88. Et c'est fini au Japon en 2014. Et du coup, nous là, ça va finir du coup en décembre de 2019. Mais moi, c'est un de mes premiers mangas. Bon, je vais vous faire dans l'ordre l'histoire. L'histoire, c'est un pauvre bolos de toute petite taille parce qu'il est vraiment pas grand, il doit faire 1m60 je crois. Il est tout en bas de l'échelle sociale, bon, il a jamais de chance. Et en gros, donc ce bolos nommé Keiichi Morisato passe sa soirée tout seul, comme un loser parce que c'est un bolos, et il va commander une pizza. Et il va faire en fait un mauvais numéro de téléphone et tomber sur le bureau divin SOS Amitié, qui va faire apparaître devant lui, on sait pas comment, une superbe jeune fille prête à exaucer un de ses vœux. Trop chelou, le mec il veut une pizza et il y a une fille qui apparaît. Ça commence comme un scénario de film porno. Ouais, c'est vrai maintenant que tu le dis. Bon, en tout cas, Morisato, il croit que c'est une blague de ses senpai, de ses aînés, et du coup, il va demander à cette déesse tombée du ciel qu'elle reste avec lui pour toute la vie. Rien que ça, le mec il se fait pas chier. Et là, la jolie déesse. Surtout, il pense que c'est une vanne, alors il fait un truc improbable. Et du coup, la jolie déesse, donc Belle Dandy, de son nom, confirme à Keiichi, après avoir vu avec ses supérieurs justement si elle pouvait le faire, que son vœu est exaucé et qu'elle va rester avec lui pour toute la vie. Sympa. En tout cas. Sympa pour lui. Moi, quand j'étais jeune, je me suis dit, waouh, ça peut arriver un truc comme. Non. Non, non parce que les DS existent pas déjà. Du coup, il allait louer des cassettes vidéo, tu sais, pendant des semaines. Non, mais je crois que c'était la même période que Video Girl Eye, Aizu, tout ça. En tout cas, Belle Dandy va le suivre maintenant partout, vu qu'elle va rester avec lui toute sa vie. Et va s'en suivre qu'en fait, cette déesse n'est pas fille unique. Elle a aussi des sœurs, du nom de Huld et Skuld. Bon, ça vient de la mythologie scandinave. Et donc, les deux sœurs de Belle Dandy qui vont débarquer c'était aussi. C'était des Nornes dans la mythologie scandinave. Ah, peut-être. Tout à fait. Donc, elles vont descendre sur Terre pour faire la fête avec lui. Alors la grande sœur va vouloir les mettre ensemble, Belle Dandy et Morisato, alors que la petite sœur elle est jalouse, elle veut garder sa grande sœur pour elle, donc elle va tout faire pour qu'ils se séparent. Et donc au final tout le monde aime le héros et on se retrouve non pas dans un gangbang manga, mais plutôt dans un harem comme il se doit. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai aimé. Et que t'as des souvenirs impérissables de ce manga. Ah non, mais j'adore. Il faut vraiment qu'en fait je m'achète la fin là. Et c'est 49 tomes de ça. 49 tomes. Alors, bon, il y a des histoires. Il y a d'autres sœurs qui arrivent. En vrai, c'est un peu une tranche de vie. Plus qu'autre chose, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le manga. Les OAV sont un peu différentes parce qu'ils ont essayé de mettre une vraie histoire, genre la Terre est en danger. Ah oui, parce qu'en vrai, Morisato il est avec la déesse, il sait que c'est une déesse, mais personne ne doit le découvrir. Parce que s'il le découvre, et ben dans ce cas-là, leur relation est finie. Puis il se rend compte qu'en fait ils sont amoureux, donc il faut pas qu'il découvre. Donc bref, il y a des péripéties par rapport à ça. Et donc, c'est une histoire d'amour en fait aussi. Oui, c'est une pure histoire d'amour. L'auteur, Kosuke Fujishima. On l'a connu en France surtout avec You're Under Arrest qui a été un dessin animé sur KD2A si vous vous souvenez. Ouais. Et on le voit tout de suite au design de toute façon. Et c'est vrai qu'il a été aussi car designer sur Sakura Wars, donc des jeux vidéo, et Sakura Taizen, mais aussi, et alors ça j'ai découvert, et maintenant qu'on me le dit, enfin que j'avais fait la recherche, c'est vrai que le gars il transparaît totalement dans tous les jeux Tales of. C'est Tales of Fantasia, Tales of Symphonia, okay. Tales of The Abyss, Tales of Vesperia, Xillia, Xillia 2, bref, c'est lui le car designer. Et c'est vrai que je retrouve les traits du héros dans ça. Alors ça explique aussi qu'il ait mis du temps à finir en My Goddess. Ouais, je sais pas. Qu'il a trouvé beaucoup de boulot à côté. C'est sur tous les jeux vidéo. Non, mais en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il a eu le prix du manga Kodansha dans la catégorie générale en 2009. Donc c'est-à-dire 30 ans après sa première publication, on lui a donné le prix manga Kodansha. Donc bon, c'est assez sympathique et une bonne reward en tout cas. Alors 2009, 30 ans, ça veut dire qu'il aurait commencé en 79.
Ah oui, merde. 20 Non, ans, lui, pardon. il avait 30 ans. Oui, non, 20 Ah oui, ans. Oui, lui, il pardon, avait non, 30 ans, ouais, ok. 20 ans après sa première publication, pardon. Et pourquoi Et il a- c'est bien? Eh ben, c'est beau, tout simplement. C'est un beau manga. Même si, dans mes souvenirs, le tome 1 était dégueulasse. Mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que Pika avait fait une mauvaise impression. Parce que je me rappelle, j'avais des pages toutes moirées, toutes pleines de noir, genre l'impression n'était pas passée. Ou si le dessin était vraiment dégueulasse. Mais dans mes souvenirs, quand tu regardes la DS du premier tome et la DS du troisième tome, il y a eu un passage, il y a eu un lifting, genre. Oui, puis en plus on peut avoir la vision de l'animé qui peut-être, vient c'est vrai. par-dessus, et donc ça peut aussi faire que forcément le tome 1 est moins beau Non, mais par rapport à un animé. après c'est beau, c'est un harem manga, c'est passionnel, c'est de l'amour divin à l'état pur, il y a de la DS, c'est drôle, c'est mignon. C'est vraiment. clairement un top 5 des harem manga en fait, de l'histoire du harem Ouais, manga. mais pas tant harem, parce qu'il y en a 3-4, mais il n'y en a pas 5000. C'est pas Negima, tu vois. Negima, il y a 10 000 classes entières qui sont sur le héros. Là, t'en as quand même à taille humaine, tu peux les compter sur tes doigts. Tu peux utiliser tout. Comme dans Lovina finalement. Après, pourquoi c'est bien? J'ai appris des mots comme ablution. Tu vois, ce mot-là, je ne le connaissais pas quand j'avais 15 ans. Je sais quoi, mais qu'est-ce que c'est une ablution? Bon, après, tu vas chercher et tu trouves ce que c'est. Mais tu vois, il y avait du vocabulaire. Pourquoi c'est oublié? Parce que vous êtes tous des bolos fans de baston sans cœur. Et que, C'est vrai alors qu'on a parlé beaucoup de bagarres. alors qu'il y a de l'amour là-dedans. Non, Il y a de moi, j'ai l'amour, parlé du d'Agartha, vrai, c'était de la pas pure baston. innocence. Mais arrête, t'as dit que c'était une magnifique guerrière qui avait une force surhumaine. Oui, d'accord. Bah, ça mène à la baston. Mais c'est pas un manga de Mais baston. non, mais si. Mais en tout cas, là-dedans, il y a de l'amour. Et les gens aiment pas l'amour. Des points faibles. Il n'y a pas de points faibles. Parce que l'amour, c'est pas un point faible. Et non. Voilà. 49 tomes, c'est peut-être un petit C'est point peut-être un faible. point faible. Après, le truc en plus, j'avoue. Et 20 ans de parution, c'est peut-être un petit point faible aussi. 30 ans. En France. Mais ouais. le truc en plus, c'est que l'auteur, il est vraiment fan de mécanique. Et ça transparaît, mais pratiquement dans tous les chapitres. Il détaille énormément de toutes les motos, les mobylettes, les sidecars, tout ce qui est en deux roues. Et tu vois tout, un peu comme le coréen, là, tu sais, qui a une mémoire photographique. Kim Jong-gi. Ouais, Kim Jong-gi. Et quand il fait une moto, tu sais, il fait tous les détails. Et ben lui, il fait pareil dans ses mangas. En vrai, il est aussi connu au Japon parce qu'il a plein de hobbies, la guitare électrique, les poissons tropicaux. Les modèles réduits. Non, mais on s'en fout, C'est on veut chouette, pas hein, ça, on connaître, s'en on fout. peut connaître Mais- le curriculum de l'auteur. Hein. Bah, c'est le petit truc en plus. Ouais. Oh my goodness, c'était le dernier de nos mangas oubliés. Voilà, on a listé 8 mangas oubliés. Ouais. Sachant qu'on n'a pas parlé de Gon, mais C'est ça qu'on n'a pas Le mec, parlé il de voulait Gon. j'en ai vraiment le peut-être dire. parlé déjà suffisamment ici. Oui, il est mais- peut-être pas tant oublié que ça Non, il est finalement, peut-être- Gon. Bah, j'espère hein, finalement que si vous nous écoutez, vous l'avez pas oublié. Évidemment. De toute façon, bien il est toujours sûr. commercialisé. Moi j'ai encore Ouais. une très longue liste de mangas oubliés. Je sais que c'était pas évident d'en trouver forcément, mais je sais que vous de l'autre côté vous en avez aussi beaucoup des mangas oubliés ou des mangas dont vous avez la sensation qu'ils sont oubliés. Hashtag 5DC, n'hésitez pas à commenter cette émission. Merci de nous Carrément. avoir écoutés. Bah, on est déjà très en retard, alors on Et va vous dire au revoir ouais, tout de voilà. suite. Mais n'hésitez pas à nous donner vos mangas oubliés. Ouais, bisous. Voilà. Merci à tous Vive de nous l'amour. avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Salut. Bisous. Salut.